Pour de nombreux spécialistes, l'Euro 2000 c'est one of the greatest international tournament. Quel beau symbole. Oui, je me méfie toujours, mais si les spécialistes le disent, pas l'UEFA, parce que je connais les discours de l'UEFA après un championnat d'Europe. Je l'ai vécu en 92, je l'ai vécu en 96, je l'ai vécu en 2000, je l'ai vécu en 2004. Chaque fois, le discours du secrétaire général après un euro, c'est: vous étiez le meilleur euro organisé jusqu'à présent. Donc, il nous l'a servi à nous, et je savais, il le servait. Bon, si c'est les spécialistes, bon, l'UEFA est presque forcé de le dire puisque c'est son tournoi. On l'estime parce que la moyenne de buts marqués, je pense, était la plus élevée ou est encore peut-être la plus élevée. Ok, donc au niveau sportif. Au niveau organisationnel, l'Euro 2000 a été le tournant du football dans le monde, j'ose dire ça. Parce que c'est la première fois qu'il y a une co-organisation. Je rappelle que la Coupe du Monde Japon-Corée a lieu en 2002, derrière nous. Que d'ailleurs nous avions beaucoup de Japonais et de Coréens qui venaient nous voir pendant pendant l'organisation. Puis Allemagne-Autriche en 2000, qu'est-ce que je dis, Suisse-Autriche en 2008. Et puis en 2012 Ukraine-Pologne. Moi j'ai chaque fois été demandé pour donner quelques indications comment nous avions fonctionné. Donc en fait on a ouvert la porte à des co-organisations. Je lis maintenant que le Portugal et l'Espagne sont candidates pour une Coupe du Monde en 2030, encore une fois, à deux pays. L'avantage de ce genre d'organisation, et c'est pour ça qu'on a peut-être marqué des points, c'est que ça permet à des petits pays de pouvoir organiser. Maintenant, je suis très inquiet pour les grandes organisations sportives internationales, très inquiet parce que avec le contexte actuel, je me demande comment ça va encore fonctionner. C'est quand même la première fois qu'au Japon, par exemple, plus de 80% des citoyens d'un pays sont contre une organisation. Il faudra voir comment ça va se En passer. Belgique, à Paris, la etc. population était. Alors en Belgique, au départ, la population ne voyait pas ce que c'était, on ne comprenait pas bien ce que c'était, puis il y avait évidemment la bagarre permanente entre les intellos qui disent à quoi ça sert, du pain et des jeux, et le football. Bon, heureusement, les Diables Rouges ont fait maintenant qu'il n'y a plus de problème. Je pense que celui qui irait aujourd'hui oser dire que si on a la chance d'organiser un euro, on ne l'organiserait pas en Belgique, je pense qu'il est mal vu, parce que le football est redevenu un des éléments clés de l'État. Mais on a ouvert la porte, et puis la finale. La finale qui reste dans les mémoires parce que la finale est au Golden Goal, But en or. but en or. Les Italiens qui ne savent pas remettre un bouchon dans une bouteille de champagne parce qu'à quelques secondes de la fin du match, ils sont champions d'Europe. Et puis il y a Trezeguet, Wiltor, etc. Donc le goal en or, la finale à Rotterdam, une finale d'eau et de sang, quoi, hein, parce que c'est une belle finale, une très belle finale avec ce goal en or. Et moi j'aime bien ce goal en or parce que je trouve ça bien. Ça c'est le vrai foot, c'est le premier qui marque, qui gagne, voilà, c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi on a supprimé ça. Et donc c'est un euro qui reste dans, je pense, oui, dans les bonnes organisations et dans les mémoires. Une anecdote encore, la Hollande, j'ai dû aller m'expliquer en Hollande, devant le Parlement hollandais, sur les retombées de l'euro. En Belgique, un vague télégramme du Premier ministre pour nous remercier pour l'organisation. Rien. Il faut dire que la Belgique avait été éliminée assez vite. Premier tour. Mais enfin, quand même, quand on a le troisième événement au monde en Belgique, c'est pas tous les jours. Et je signale que depuis 2000, il n'y en a pas eu d'autres. Hein.
Donc c'est le troisième événement derrière... Ben, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ou les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, puis le championnat d'Europe de football. En termes d'audience, je parle, hein. En termes d'audience cumulée. Bon, troisième événement au monde. La Belgique n'a plus rien organisé depuis 2000. Nous avons eu ce troisième événement au monde. On a été candidat pour une Coupe du Monde. Bon, on ne l'a pas eu. Mais où est-ce qu'on est 20 ans, 21 ans après? Où est-ce qu'on est en fait? On devait normalement avoir le match d'ouverture de l'Euro 2020. On n'a pas de stade. Et on n'aura toujours pas de stade. Pas capable. Je rappelle toujours que le président de l'UEFA m'a dit en 1998, quand il nous retire l'Euro 2020, il m'a dit, Monsieur Courtois, la Belgique... En 98 ou 2008? En 2008, pardon. La Belgique, 2008. La Belgique nous promet un stade depuis 1987. Non, en 2018 même. 2018, puisqu'il nous retire le match d'ouverture de l'Euro 2020. Donc ce vendredi, là, ça devait se jouer à Bruxelles. Normalement, ça devait se jouer à Bruxelles. Le match d'ouverture, il devait être à Bruxelles. Et donc, en 2018, il me dit, Monsieur Courtois, la Belgique nous promet un stade depuis 1987. Nous sommes en 2018. Et alors il ajoute, il n'y a pas un problème en Belgique, non? Tout va bien en Belgique? Voilà l'image que nous avons. C'est un pays qui est extraordinaire, mais qui n'est pas capable de... Il manque quoi? De se mettre devant. Il manque quoi? Il manque, je pense, une ambition. Il manque une ambition. Il manque un... Et que ce soit au niveau sportif, on est capable d'organiser des grands événements. Or, pour aujourd'hui, il faut organiser des grands événements. Que ce soit des événements sportifs ou des événements économiques. Il faut se repositionner. Et donc, ça fait mal quand on reçoit ce discours. On part quand même, on ferme la porte un peu modestement. Hein, quand un Slovène vient vous dire, puis 87, la Belgique, il dit la Belgique, il ne dit pas la fédération, il ne dit pas un tel ou une telle, il dit la Belgique promet à l'UEFA un stade. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, en 87, le gouvernement belge a dit qu'ils allaient redéfinir le stade du Heysel en 87. On est en 2021, il n'y a toujours rien de fait. Est-ce que la Belgique serait capable, en 2020, aurait pu organiser un tournoi similaire On aurait pu, il fallait le stade. Mais quand je regarde ce qui se passe entre la Hollande et la Belgique, je pense que là, les Hollandais auraient demandé certainement le directeur des tournois parce qu'ils sont beaucoup plus loin. Peut-être pas au niveau sportif, mais au niveau organisationnel, ils sont beaucoup plus loin. Les stades hollandais sont au point. Ils peuvent le faire demain. Donc, on serait capable. D'ailleurs, si on avait eu le match d'ouverture à Bruxelles, je suis convaincu qu'on aurait été capable d'organiser. Il y a des jeunes gars qui sont certainement capables en Belgique de faire ça. Il se joue pour finir? Et donc, il va se jouer à Rome. Et donc, parce que c'était une idée de Michel Platini, c'était de le faire dans 13 villes. Il y a 11 villes, hein, je pense, au final. Oui, au final, il y a 11 villes, vu les circonstances et vu aussi que Bilbao, etc. Mais l'idée, c'était de le faire dans 13 villes. Et donc, ça veut dire, ça c'est surtout ça, Bruxelles ou la Belgique n'est pas dans une de ces 13 villes. Donc, la Belgique n'est pas capable de donner même une ville. Pour moi, que ce soit Bruxelles, que ce soit Bruges, que ce soit Liège, que ce soit Namur, que ce soit, allez, j'invente, Dinan ou Genk ou Gand, on s'en fout. Mais qu'il y ait au moins une ville qui soit capable de représenter la Belgique et de dire, eh bien, le match d'ouverture d'une compétition d'une telle ampleur peut se faire en Belgique. Peu importe l'endroit. Tu revenais sur ton rendez-vous devant le Parlement néerlandais où tu dois donner le bilan. Quel est le bilan, finalement, financier? Alors, le bilan financier, donc, 800 millions de francs belges à l'époque.
divisé en deux, 400 millions par fédération. La fédération belge, après des années, va finalement utiliser cet argent pour le centre de Tubize. Euro 2000. Ce qu'on oublie un peu, hein, c'est le centre d'Euro 2000. Hein. C'est grâce à l'Euro 2000 qu'il y a ce centre à Tubize. Je trouve que le lien n'est pas suffisamment fait. Les Diables sont là aujourd'hui parce qu'il y a eu l'Euro 2000, je signale. Et puis les Hollandais, eux, directement investissent aussi cet argent dans leur école et leur centre de jeunes à Zeist, oui, à Zeist, et beaucoup plus vite que les Belges. Les Belges, ça prend encore une fois du temps, mais bon, c'est fait. Voilà. Je suppose qu'au-delà de l'aspect financier, chiffre, il y a aussi toutes les retombées. Oui, alors là encore une fois, c'est pas facile de déterminer les retombées économiques, parce que c'est toujours la même chose. Comment est-ce qu'on peut estimer ça? Bon, pour l'Horeca, les restaurateurs, les hôtels, etc., ça a été bien sûr un succès fou. C'est comme le grand départ du Tour de France. Hein, quand je suis venu avec ça, on m'a dit oui, mais ok, mais ça va coûter autant. Ok, mais bon, vous avez vu le résultat. Il y avait un million de Belges là, d'étrangers. Et là, pendant l'Euro, combien on peut estimer à combien de... Je n'ai jamais pu dire, mais ce que je sais, c'est que les hôtels étaient bien remplis, étaient pleins, que les restaurateurs n'ont jamais... bon, si vous voulez... Et est-ce qu'un événement comme ça perdure dans la durée où des touristes viennent, reviennent? Alors voilà, donc ça effectivement, c'est ça qui est incalculable. Vous êtes sur la map monde. Et donc les gens se disent, tiens, plutôt que d'aller là, ben, je vais aller, tiens, cette ville, tiens. Et c'est pour ça que j'avais demandé, c'est la première fois d'ailleurs que ça s'est fait, maintenant ça se fait chaque fois, qu'à ce championnat d'Europe, il y ait d'abord une capsule sur la ville dans laquelle on est. Parce que le supporter qui voit en TV Bruges, bon, il est dans le stade, mais donnez au moins les images de Bruges avant. Pendant 2-3 minutes, on montre Bruges, là où on va, et maintenant ça se fait systématiquement. Avec le nom d'ailleurs, ce qui ne se faisait pas. Encore une fois, à l'Euro 2000, on a été les premiers à mettre le nom de la ville, plein centre caméra, plein centre du terrain. Je trouvais que c'était normal ça. Avec les villes, on doit tellement se battre et les villes doivent quand même faire tellement de dépenses qu'il est logique qu'on L'UEFA accepte ça facilement. L'UEFA n'a pas accepté ça tout de suite, hein, parce que pour l'UEFA, on perdait un boarding. Ouais, c'est ça. C'était encore des boardings fixes, donc on perdait un boarding. Or, dans le compte de boarding, il faut que Coca-Cola ait autant, Mastercard autant. Tu sais nous en dire plus justement sur ça, les boardings, l'importance? Alors là, encore une fois, vous n'avez rien à dire. Parce que l'UEFA arrive avec son stade et a déterminé avec ses sponsors à quel endroit se trouve Coca-Cola, prenons Coca-Cola, et à quel endroit se trouve Opel, j'invente, et à quel endroit se trouve Mastercard. Tout ça est calculé par l'UEFA en fonction des apparitions, etc. Mais à l'époque, on était au panneau fixe. Donc maintenant, c'est plus facile parce que vous pouvez avoir tout un stade en Coca-Cola, tandis qu'à l'époque, Coca-Cola n'a que certains. Bon. Et donc ça a été une guerre, encore une fois, permanente entre le boarding moderne, comme on disait, et le boarding fixe. Et puis on a maintenu le boarding fixe à l'Euro 2000. Et quand l'UEFA arrive, on ne touche à rien. Et donc je me rappelle les discussions pour mettre le nom de la ville. Ce qui évidemment, pour les collaborateurs de l'UEFA, ça leur faisait recalculer tout leur système. Mais ils l'ont accepté finalement après quelques discussions. Des collaborateurs, ça m'amène aussi à parler énormément de bénévoles. Oui, il faut les choisir. Des milliers de gens. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que pour le supporter, c'est le premier contact. Vous êtes un Allemand, vous venez voir le match Angleterre-Allemagne à Charleroi. Le premier contact que vous allez avoir avec l'organisateur, c'est un steward.
Donc il doit être impeccable. Ils étaient d'ailleurs impeccables. Ils avaient des tenues, non? Ils avaient des tenues spéciales qui coûtent beaucoup d'argent, hein, puisque c'est l'uniforme officiel. Et puis il doit savoir parler la langue. Donc de quelle langue on parle là? L'anglais quand même un peu, parce que les internationaux. Mais c'est le premier contact donc qui est le plus charmant, parce que si celui-là, si le steward ou la stewardess dit oh, cette organisation n'est pas bonne, c'est fini, votre image est partie. Donc des milliers, et on les a tous réunis à Walibi 15 jours avant le début du tournoi. Et puis il y a eu une petite histoire aussi à régler, parce qu'encore une fois, la culture entre les Hollandais et les Belges n'est pas la même au niveau des lunch packets. Parce qu'ils doivent manger, ces gens-là. Ils doivent manger, ils sont là depuis des heures, et puis ils doivent repartir, etc. Et donc, les Hollandais, je ne sais plus si c'est le repas chaud le midi ou le soir, et les Belges, plus le repas chaud le soir que le midi, je ne sais plus. Enfin, on a dû changer, on a dû s'adapter. Après quelques matchs, on a dû changer le système de distribution des lunch packets au Stewart. Ouais. Dans l'imaginaire populaire, il reste quand même plusieurs choses, notamment la chanson Campione, qui est devenue une vraie musique de victoire, un peu comparable à celle de Queen. Oui, c'est vrai. Et qui avait été fait l'objet d'un concours. Et c'est une chanson que j'ai entendue beaucoup dans les stades après l'Euro 2000. Quand j'allais faire des matchs à l'étranger, cette chanson a été mise pour faire monter la pression. Mais l'organisateur n'a aucun droit là-dessus, hein, donc il ne touche rien sur cette chanson, puisque c'est comme la mascotte. Tout ça, c'est l'UEFA qui règle. Produits dérivés. Et les produits dérivés, vous n'avez rien du tout. Tout ça, c'est l'UEFA. Donc encore une fois, l'organisateur est vraiment l'organisateur, point. Hein. L'UEFA contrôle tout, Encaisse. dirige tout et encaisse. Les confettis dorés, une idée géniale parce qu'il faut des idées quand on n'a plus de budget. Les confettis lors du ça, trophée. Oui, ça c'est incroyable cette histoire parce que elle va avoir des répercussions par après. La cérémonie d'ouverture qui a été faite par Dragone à l'époque, qui était le grand organisateur d'événements en Belgique. Type très sympa, type très bien, mais très cher. Donc à un moment donné, le budget, dans tous les budgets de l'euro, il y avait le budget événement, dont la cérémonie d'ouverture est évidemment la plus grosse partie de ce budget événement. Plus que la finale? Je vais y venir, mais normalement, il y a une cérémonie d'ouverture, et puis une cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture est moins importante, mais enfin, elle a quand même une certaine importance financière. Et à un moment donné, pour la cérémonie d'ouverture, un peu d'argent. Donc, je dois voir le Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, je me souviens de ça, et qui me reçoit avec un ministre, je ne sais pas, le ministre de l'Agriculture, je pense, à Meiss, au planétarium de Meiss. On va manger, on va déjeuner. Et puis, bon, je fais mon cinéma, et il est d'accord. Il dit ok, on ne peut pas rater la cérémonie d'ouverture, d'accord. Mais donc on n'a plus d'argent pour les autres événements, et notamment pour la clôture. Et là, on brainstorm à Rotterdam, grand brainstorming, et dans ce genre de brainstorming, il vaut mieux amener tout le monde, tous les collaborateurs, tous ceux qui sont là dans les bureaux, qui sont libres, venez, peut-être que quelqu'un va avoir une idée. Et il y a un gars qui a une idée, un tout jeune type, qui était au service de réservation d'hôtels. Et lui, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas avec une espèce de canon de foire, des confettis pour le vainqueur, simplement ça. On ne fait rien au début, mais on fait tout à la fin, une fois qu'ils sont sur le podium. Et vous pouvez observer que ça ne se faisait pas avant, ça. C'est la première fois qu'on utilise ce système idiot, qui a l'air idiot, à la finale de l'Euro 2000. Et donc quand les Italiens et les Français viennent chercher leur médaille,
et que les Français reçoivent la coupe, boum, etc. Et donc cette idée est reprise chaque fois maintenant. Il n'y a plus une manifestation, il n'y a pas de lancement de confetti. Ne dites pas ça aux jardiniers, parce que je me rappelle du jardinier de Rotterdam, parce que la finale se fait donc à Rotterdam, au Kuip. Et le lendemain de la finale, on fait une conférence de presse. Et puis, après la conférence de presse, il y a quand même un gars qui vient nous dire tout ça, c'est bien, votre histoire, mais pour racler les. Et je comprends ça, parce qu'il y en a partout. Alors. Voilà. Un dernier souvenir qui t'a marqué plus qu'un autre, ou une conclusion de 20 ans après? Mais 20 ans après, c'est dommage effectivement qu'on n'ait pas fait le lien, parce que je trouve que ça aurait été bien pour la Fédération belge de football. Et pour la génération dorée? Et pour la génération dorée, c'était quand même fantastique. Et maintenant, on est forcé de. Bon, ça aurait été fait un beau lien, on l'aurait fait 20 ans après. Parce qu'il faut le dire, ça change beaucoup. Les Belges auraient joué à domicile. Bien sûr. Ça peut avoir un vrai impact sur peut-être le trophée final. Bien sûr. On aurait joué notre match d'ouverture et on sait bien que le club qui joue son match d'ouverture à domicile, c'est une victoire. C'est quand même plus proche du succès que de la défaite. Je pense qu'il faut l'Euro 2000, c'est un événement qui était important pour la Belgique, mais c'est un événement où il faut saluer tout le monde. Les autorités politiques de l'époque, qui ont quand même eu des moments où c'était pas facile, où certains même ont mis ça en doute, on dit est-ce qu'on va être capable de. Les forces économiques qui ont très bien suivi tout ça. J'allais dire les forces sociales, donc les syndicats. Pas facile, attention, parce que on demandait des exceptions de travail à des gens dans un autre contexte où on dépassait les horaires normaux. Une organisation comme ça nécessite tellement de gens. Bon. Les supporters. Et puis je dois quand même terminer malheureusement par un accident qui a eu lieu pendant l'Euro 2000, donc où une petite fille a été tuée lors d'un accident de la circulation avec une voiture de l'Euro 2000. Donc l'Euro 2000 c'est extraordinaire, mais je sais et je reste toujours attentif au fait que pour une famille c'était un drame. Voilà.